C'est bon, c'est fait. Alors, je reviens, j'ai dit que ces bactéries, c'est bon, l'écran est partagé? Oui, c'est bon, madame, merci. C'est bon, Alors, Oui, madame. madame. euh, c'est bon. Alors, on a dit que leur taille elle est plus petite par rapport aux pourpres sulfureuses. Ils se retrouvent dans les eaux riches en matière organique à condition que la concentration, s'il y a du sulfure, il faut que ce soit en faible quantité. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les surfaces de la boue, les lacs, les étangs, et ainsi de suite. Alors, de point de vue trophique, la plupart de ces bactéries pourpres non sulfureuses, ce sont des photohétérotrophes. Quand je dis photohétérotrophes, ça veut dire qu'ils utilisent comme source d'énergie la La lumière. lumière. La Et lumière. hétérotrophe, ça veut dire, et là, Incapable de synthétiser la matière organique. donc tout simplement, ils ont besoin, toujours quand on parle de type trophique, à tête comme trois choses. La source d'énergie, la source de carbone et la source d'électrons. Donc là, on a la source d'énergie et hétérotrophe, c'est relatif à quelle source? Source d'électrons. Non, non. Source Ça Du fait d'énergie. peut-être la carbone. troisième. La Source troisième, de la source de carbone. carbone. Et on dit que Sur son ceux qui utilisent le carbone sous forme minérale, c'est-à-dire CO2, ce sont des autotrophes. Ceux qui l'utilisent sous forme de matière organique sont des hétérotrophes. Voilà, si vous ne captez pas ces trois choses, j'ai insisté la dernière séance. Ces trois, c'est sur la base des trois paramètres qu'on détermine le type trophique. Et normalement, l'examen, c'est ce qu'on demande le plus souvent. Là. Donc là, il faut que c'est-à-dire vous soyez capable de déterminer ce type de choses. Alors, la plupart sont des photohétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils tirent leur énergie à partir de la lumière, mais ils n'utilisent pas le CO2, ils utilisent la matière organique comme source de carbone. C'est pour, c'est pour ça qu'ils poussent sur des substrats organiques. Vous voyez, des substrats organiques, mais pour tirer le carbone. C'est pas pour des réactions d'oxydoréduction, il faut par la suite. Non, la source d'énergie, n'est pas chimique, elle est faute lumière. Et le carbone, elle provient de la matière organique. Ça peut être de l'acétate, des pyruvate, de lactate et ainsi de suite. Hein. Mais vous voyez, donc là, c'est un groupe, c'est un peu particulier ce mode. On l'a vu, hein, les combinaisons, on les a vues. Donc, la plupart sont des photohétérotrophes qui poussent sur du substrat organique. Regardez bien, j'ai dit la plupart. La plupart sont des photohétérotrophes. Donc, ce sont des bactéries qui exigent la présence de la lumière parce que c'est leur source d'énergie, mais ils ne peuvent pas, c'est-à-dire métaboliser le CO2 et pour synthétiser la matière organique, la source de carbone doit être organique. Donc, ils se contentent d'utiliser la lumière comme source d'énergie. D'accord? Et puis, la plupart, j'ai dit, sont photohétérotrophes, mais ils peuvent être des photoautotrophes, comme les plantes et comme les cyanobactéries, s'ils sont en présence de CO2 et d'hydrogène. D'accord? Donc, la plupart sont des photohétérotrophes, c'est-à-dire ils occupent une niche où il y a de la matière organique, d'ailleurs on l'a dit, et où il y a de la lumière. Là, on va prédominance des bactéries pourpres non sulfureuses. Mais n'empêche, si on est en présence d'un milieu où il y a, c'est-à-dire que du CO2 et de l'hydrogène, ils peuvent hein, faire, c'est-à-dire la photosynthèse qu'on connaît tous, ou bien CO2 et le sulfure. Au lieu de l'hydrogène, il y a le sulfure, mais à une concentration qui est très faible, très faible. C'est pour ça qu'au début, on a dit on les retrouve dans les eaux riches en matière organique et où il y a la concentration de sulfure très faible. Pourquoi? Parce que lorsque la concentration est un peu élevée, elle est toxique pour ces bactéries. C'est pour ça qu'on dit que leur nom, c'est les bactéries pourpres non sulfureuses. Donc, les sulfureuses, elles utilisent essentiellement le sulfure comme donneur d'électrons, d'accord? Alors que les bactéries pourpres sulfureuses ont recours à ce mode que si la concentration de sulfure elle est très très faible. D'accord? Ou bien s'il n'y a pas de sulfure, mais il y a du CO2, de l'hydrogène. Mais la plupart des souches sont des photohétérotrophes, c'est-à-dire ils utilisent la lumière comme source d'énergie, mais le carbone, ils ne vont pas utiliser le CO2, mais ils utilisent la matière organique. Donc là, ce sont leurs caractéristiques. Donc il faut se rappeler
de ça, c'est que la plupart sont des photohétérotrophes. Vous voyez que j'ai mis ça en gras pour insister. Et ils peuvent basculer vers le mode photoautotrophe si on a ces conditions, CO2, hydrogène, ou bien CO2, s'il y a le sulfure, il faut que ça soit en concentration très faible, hein, parce qu'il sent les toxiques. Donc là, c'est... Et puis, dans ce cas, si on est dans ce cas, c'est-à-dire ils vont se développer dans, bon, il y a le CO2 dans l'eau et il y a une concentration très faible en sulfure, c'est-à-dire lorsqu'ils vont l'utiliser comme source d'électrons, comme le cas des pourpres sulfureuses, hein, dans ce cas, le soufre produit, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des pourpres non sulfureuses, on a dit qu'ils sont capables de transformer, d'utiliser le sulfure et ils vont le transformer en soufre ou la même en sulfate. Et ce soufre, il est emmagasiné à l'intérieur de la cellule. Je parle des pourpres sulfureuses. Alors là, c'est un autre point de différence avec les pourpres sulfureuses. C'est que le soufre produit dans ce cas, il est accumulé à l'extérieur de la cellule, pas oxydé en sulfate. C'est-à-dire on ne va pas trouver de grains de soufre à l'intérieur de la cellule comme le cas des pourpres sulfureuses. Donc, je récapitule. La différence entre les pourpres sulfureuses et non sulfureuses réside dans deux points. Le premier, c'est qu'ils sont essentiellement, la plupart sont des photohétérotrophes. Hein, donc, vous savez ce que c'est. Et on peut trouver le mode photoautotrophe, mais dans quelles conditions? C'est en présence d'hydrogène, hein, comme donneur d'électrons, ou bien de sulfure, comme le cas des pourpres sulfureuses, sauf que la concentration doit être très faible parce qu'il est toxique. Et d'ailleurs, c'est là qu'il donne son nom. Troisième chose, c'est que lorsqu'ils sont dans ce mode-là, photoautotrophie, et ils vont utiliser le sulfure qui est en très faible concentration comme source d'électrons, le soufre qui va être produit va être à l'extérieur de la cellule. On ne va pas la retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire, si vous voyez une cellule, je vous dis que c'est une source pourpre, hein, donc si vous trouvez des grains à l'intérieur, ça veut dire que ce sont des pourpres sulfureuses. Sinon, c'est non sulfureuses. Donc là, c'est la différence entre ces deux types de bactéries. Alors là, ils ont quand même, hein, ils ont une autre possibilité, c'est qu'ils peuvent se développer en anaérobiose et à l'obscurité comme les hétérotrophes. C'est-à-dire, si jamais il n'y a pas de lumière, et il n'y a pas d'oxygène, parce que généralement, lorsqu'on se met dans les profondeurs d'eau, généralement, la concentration d'oxygène, elle diminue. D'accord? Donc, si on est dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de lumière, parce que la lumière, il y a une limite, hein, à peu près 200-300 mètres, ça y est, hein, la lumière, elle ne va plus, bien sûr, arriver. Ça dépend, bien sûr, de plusieurs facteurs. Pardon. Donc, lorsqu'on est dans ces conditions, ils peuvent se développer autant qu'hétérotrophes. Hétérotrophes, hein, quand je dis hétérotrophe, c'est-à-dire chimio-hétérotrophe, je veux dire ici. Chimio-hétérotrophe, c'est-à-dire l'utilisation du substrat organique, comme les eucaryotes que vous connaissez. D'accord? Dans ce cas, donc vous voyez, il y a une diversification, mais la plupart sont des photohétérotrophes. Ils peuvent basculer vers le photoautotrophe et ils peuvent même, hein, vivre en hétérotrophie, c'est-à-dire en se basant sur les réactions d'oxydéréduction c'est-à-dire la source d'énergie, c'est la réaction chimique et la source de carbone, c'est la matière organique. Mais bien sûr, lorsqu'il y a de l'anaérobiose et de l'obscurité. Mais je récapitule, la plupart sont des photohétérotrophes. Vous voyez, donc les non-sulfureuses, il y a quand même plusieurs cas. Alors que les sulfureuses, ils utilisent surtout, hein, le sulfure, hein, en grande concentration comme donneur d'électrons. C'est bon? Donc, bactéries, oui. C'est bon, je passe? Vous êtes toujours là? Madame. Alors, toujours on est dans la synthèse anoxygénique. Donc, on a vu les non-sulfureuses, les sulfureuses. Maintenant, on va voir les vertes sulfureuses. Tout à l'heure, c'était les pourpres. Maintenant, les vertes sulfureuses. Alors, les bactéries vertes sulfureuses, d'ailleurs, leur nom, hein, on voit, hein, la couleur qu'ils donnent. Alors, quelles sont les caractéristiques? Alors là, on les trouve dans les zones anoxiques, anaérobie, anoxique, c'est-à-dire anaérodique, ophotique des lacs, dans les profondeurs, dans les milieux aquatiques anoxiques. Et la concentration en sulfure, elle est élevée. Et on le trouve, là où la concentration sulfure est élevée est dans les sursulfureuses, les fumées kibrit, d'accord? Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est la même chose que les pourpres sulfureuses, d'accord? C'est-à-dire, ils utilisent le sulfure comme donneur d'électrons,
ils font la photosynthèse anoxygénique en utilisant le sulfure. Et bien sûr, le sulfure il n'est pas toxique. Enfin, vous voyez, il se développe dans des concentrations qui sont élevées en sulfure. Donc, c'est bon. Jusqu'à maintenant, c'est comme les pourpres sulfureuses. Alors, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont des systèmes membranaires qui servent à la photosynthèse, qui sont un peu spécifiques. Dans les cours, avant, lorsqu'on a vu au début, que ce soit les cyanobactéries ou bien avant, on a dit que normalement, dans les bactéries photosynthétiques, il n'y a pas de chloroplaste. Ah, mais il y a des membranes, des structures membranaires qui peuvent être lamellaires et ainsi de suite. Alors, les vertes sulfureuses, ils ont quand même des membranes un peu spécifiques qui s'appellent le chlorosome. Hein? Donc, quand on parle de chlorosome, c'est qu'on est présence des bactéries vertes sulfureuses. Alors, ces Madame, bactéries, s'il ils vous vont utiliser... plaît, Oui, le diapo de la bactérie verte sulfureuse. la diapo n'apparaît pas maintenant. L'écran n'est pas partagé. Il y a juste les bactéries pourpres non sulfureuses dans le diapo. Ah, vous ne voyez pas maintenant. Bon, je vais arrêter le diaporama et je vais Maintenant, c'est bon. reprendre. Maintenant, c'est bon. D'accord, Maintenant, c'est bon. maintenant. Et en mode diaporama, vous voyez en mode diaporama? Ça se Oui, voit madame, tellement. c'est bon. C'est bon. Donc, j'ai dit, j'ai parlé depuis le début. Vous ne voyez pas depuis le début? Oui, madame. Alors, donc je reprends pour les bactéries vertes sulfureuses. Alors, ce qui caractérise les bactéries vertes sulfureuses, là, c'est comme tout à l'heure, les zones où on peut les retrouver, c'est dans les zones anoxiques, les milieux aquatiques, là où il n'y a pas d'oxygène, et là où il y a une concentration en sulfure qui est très élevée. Ah, donc là, c'est un point, c'est-à-dire en commun avec les pourpres sulfureuses. Tous, ils tolèrent des concentrations élevées en sulfure. Donc, et on le retrouve dans les sources sulfureuses, là où il y a le kibrit, qui vient de soufre. Alors, ce qui les caractérise également, c'est qu'ils ont des membranes qui servent à la photosynthèse, qui sont appelées les chlorosomes. On ne parle de chlorosomes que chez les bactéries vertes sulfureuses. On veut voir des images dessus. Alors, juste pour, puisque maintenant vous pouvez voir, et je l'ai spécifié tout à l'heure, c'est que on a dit que chez les bactéries photosynthétiques, la photosynthèse ne se fait pas dans des chloroplastes. Il n'y a pas de chloroplastes dans les bactéries, mais il y a des formations membranaires ou bien des systèmes membranaires qui peuvent être sous forme lamellaire, sous forme tubulaire, plusieurs formes, d'accord? Donc, c'est ces membranes-là. Dans le cas des bactéries vertes sulfureuses, on les appelle les chlorosomes. On va les voir plus en détail. Qu'est-ce qui spécifie ces chlorosomes? Alors, là, on l'a déjà dit, c'est qu'ils vont utiliser l'hydrogène sulfuré comme donneur d'électrons et ils vont l'oxyder en soufre puis en sulfate. C'est la même chose qu'on a vu pour les bactéries sulfureuses pourpres. Alors, dans ce cas, puisqu'on a la transformation de l'hydrogène sulfuré en soufre, donc on parle d'accumulation de soufre. Dans les pourpres sulfureuses, qu'est-ce qu'on a dit? Le soufre, il est accumulé. Les pourpres sulfureuses, les grains de soufre, on les retrouve où? Madame, Vous à suivez? l'extérieur de la À tenue. l'intérieur. Non, 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 non. Les pourpres sulfureuses, c'est à l'intérieur, avec les petits grains. Oui, bien sûr. Si c'est blanc, si c'est pas blanc, c'est noir. Si c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est les pourpres non sulfureuses. Lorsqu'ils sont en présence d'une concentration très faible de sulfure et ils font le mode autotrophe, hein, là, ils excrètent le soufre. Il ne reste pas à l'intérieur. Les non sulfureuses. Mais, alors, donc, oui. On ne voit pas les caractéristiques du bactérie verte sulfureuse. Vous venez de me dire que vous arrivez à voir. Madame, vous ne changez pas la diapo. Il faut que vous passiez vers l'autre diapo. Non, maintenant, vous ne voyez pas. On voit la photosynthèse anoxygénique, bactéries vertes sulfureuses et on a une photo. C'est ça. Une photo. On voit le diapo numéro 5. 5, donc on va dire 6. Et maintenant? Oui, c'est bon. Maintenant, oui. D'accord. Donc, l'accumulation, parce qu'on a déjà parlé de ça, donc l'accumulation du soufre, dans le cas des bactéries vertes sulfureuses, il se fait différemment que
Les pourpres. Les pourpres, vous vous rappelez, il y a les grains de soufre à l'intérieur parce qu'elle est emmagasinée à l'intérieur. Alors que dans le cas des vertes sulfureuses, ils sont à l'extérieur de la cellule, comme les pourpres non sulfureuses. Donc là, il faut faire une comparaison quand même à la fin entre les trois. D'accord? Pour se rappeler, parce qu'on a presque des choses qui sont semblables deux à deux. Hein? Il y a des points en commun entre les vertes sulfureuses et les pourpres sulfureuses, comme la source d'électrons avec des concentrations de sulfure élevées. Et il y a des différences, par exemple l'accumulation du soufre. Donc, ça suffit juste de bien lire et de faire une petite comparaison entre les trois. Également, alors là, il faut faire attention. Ce qui caractérise encore ces bactéries, c'est qu'ils nécessitent peu de lumière. Qui peut me répondre? C'est-à-dire ces bactéries, ils nécessitent peu de lumière pour faire la photosynthèse. À votre avis, c'est dû à quoi? Peu de lumière. Vivre dans le... Oui, mademoiselle? Madame Ochlorose, Exactement, c'est pour ça qu'on l'a spécifié. Tout à l'heure, je n'ai pas spécifié les. Alors, les chlorosomes, ils sont très efficaces. On va le voir très efficaces leur activité photosynthétique pour la collecte de la lumière. C'est pour ça qu'ils leur nécessitent peu de lumière. À votre avis, dans un lac où c'est les bactéries vertes sulfureuses et les bactéries, par exemple, pourpres sulfureuses, hein, c'est les mêmes conditions, concentration en sulfure, anaérobiose et tout, lesquelles vont se mettre en dessous de l'autre? C'est les vertes sulfureuses. Madame, les vont se mettre au-dessous des vertes sulfureuses. M'entendez? S'il vous plaît, si vous m'entendez, réagissez. Oui, Oui, madame. madame, maintenant c'est Oui, bon. madame. Alors, j'attends votre réponse. Peu de lumière, ils vont se développer où? Dans les zones obscures. Là, obscur, non. Obscur, il n'y a Madame, pas de les lumière, il n'y a vertes pas de photosynthèse. Oui? Dans les zones humides. Écoutez, on est dans. Chauffe, Madame, les vertes on y sulfureuses trouve. vont se mettre Là, on est dans au-dessous un milieu des aqueux. pourpres sulfureuses. Oui, mademoiselle? Oui, mademoiselle? Madame, votre son n'est pas clair. Veuillez vous éloigner un peu du micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Madame, j'ai dit que vous avez posé la question Oui, que j'ai dit. les vertes Oui, mademoiselle? vont se placer au-dessous des pourpres sulfureuses. Tout à fait. Parce qu'ils nécessitent peu de lumière et leurs membranes, qui sont les chlorosomes, sont très efficaces. Donc, ils vont se mettre, c'est les derniers, hein, parce que c'est très efficace. Donc, par rapport aux pourpres sulfureuses, on peut les retrouver hein, en bas. Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une efficacité du chlorosome. Les chlorosomes, c'est quoi? C'est le système membranaire, hein, où il y a les pigments, où il y a les cellules photosensibles pour la récupération de l'énergie lumineuse. Ils sont très efficaces, donc ils arrivent à se développer, même si la quantité de lumière qui vient est très faible. Ils continuent à faire de la photosynthèse. Donc là, c'est ce qui caractérise les vertes sulfureuses. Donc, c'est ça. Donc, le développement, tout ça, ou bien ceci, leur permettent de se développer dans les grandes profondeurs des milieux aquatiques au-dessous de tous les micro-organismes photosynthétiques. Hein, donc là, c'est des choses qui caractérisent et sont spécifiques à ces vertes sulfureuses. Parce qu'après, il faut faire une comparaison entre les différents types, avec les caractéristiques plus dominants. Alors, là, on a parlé des chlorosomes. Ça, c'est une image, une photo qui montre les chlorosomes. Là, on a la cellule bactérienne, la bactérie verte, hein, avec les chlorosomes le long de la membrane
cytoplasmique. D'accord? Là, c'est un schéma qui montre, hein, on a la membrane cytoplasmique et on a le chlorosome. Ça, ce qui est là, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez? Donc, il y a le chlorosome et il y a à l'intérieur du chlorosome des bâtonnets, hein, qui contiennent des pigments, des caroténoïdes, des bactériochlorophylles et ainsi qui vont contribuer à, qui sont photosensibles, ils vont contribuer à la collecte de Madame, l'énergie. Oui, سمحي لي, appuyez sur le diapo 7 pour voir. ben, je passe. On, on voit la bactérie, le diapo dernière. Je ne sais pas pourquoi il y a ce problème parce que je travaille toujours de la même façon. Hein. D'accord, Et maintenant? Et c'est maintenant? c'est bon maintenant. C'est bon. Alors, donc là, vous voyez, mais il faut m'alerter avant. Hein. ما تخليونيش نكمل الديابو عاد تقول لي مادام ما تنشوفش. Parce que je ne peux pas voir le chat. Alors, voyez là la photo avec les chromosomes, ce que vous voyez Oui, ici. madame. D'accord? Madame, Et là, c'est un schéma. Un schéma. Ouais, là, c'est la membrane cytoplasmique. Et ce qui est vert ici, c'est les chromosomes qui sont ici. D'accord? Vous voyez, à l'intérieur, il y a des bâtonnets dans ces chromosomes. Ces bâtonnets qui contiennent les pigments, caroténoïdes, les bactériochlorophylles, toutes les cellules photosensibles, hein, qui vont collecter l'énergie lumineuse pour la transférer au centre réactionnel. De toute façon, vous voyez, donc c'est ce système-là, grâce à ce système-là, qui est organisé de cette façon-là, que que les bactéries vertes sulfureuses arrivent à capter, hein, la lumière, même s'il est assez faible dans la zone où il se développe. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'ils ont une efficacité, hein, une grande efficacité grâce au chlorosome. C'est pour ça qu'ils peuvent se développer même s'il y a plus de lumière dans le milieu. Alors, quoi encore? Alors, vous voyez, chaque fois, on parle des bactéries photosynthétiques, bien sûr, en fonction le mode oxygénique ou la anoxygénique. On parle de la source d'électrons, puisque la source de lumière, généralement, c'est la source, pardon, d'énergie, c'est la lumière en commun, et la source d'électrons. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est que dans les bactéries vertes sulfureuses, on distingue deux types. Hein. Alors, le critère de classification de ces bactéries vertes, c'est la forme. C'est-à-dire, en fonction de la forme, on a deux types de bactéries sulfureuses. On a les unicellulaires et les filamenteuses. C'est facile à retenir. Donc, en fonction de la forme, les unicellulaires. Est-ce que vous voyez la On n'a pas diapo? le diapo. Non. Oh, donc, je serai obligée chaque fois de... Donc, chaque Maintenant, fois, c'est je bon. serai... Voilà. Donc, on a deux. On a la forme unicellulaire et on a la forme multicellulaire qui est filamenteuse. Vous voyez là les images. Là, on voit des cellules qui sont, hein, unicellulaires, alors que les autres, ils forment des filaments, filamenteuses. Tout simplement. Ceux qui sont unicellulaires, on parle de chlorobie. Chloro, c'est relatif à la couleur verte, je sais chlorophylle. Multicellulaire filamenteuse, chloroflexie. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ces bactéries vertes sulfureuses se divisent en deux grands groupes selon la forme, les unicellulaires qu'on appelle les chlorobies et les multicellulaires filamenteuses qui sont les chloroflexies. Il y a un autre point de différence entre ces deux, c'est le mode de fixation de CO2. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé lorsqu'on a parlé de fixation de CO2, hein, on a parlé du cycle de Calvin pour les pourpres. Donc là, c'est le cycle par lequel, le moyen par lequel les bactéries vertes sulfureuses fixent le CO2, il est différent pour les unicellulaires et les multicellulaires. Les unicellulaires, ils vont fixer le CO2 par le cycle réducteur de l'acide citrique, c'est-à-dire le cycle de Krebs inversé. Parce que vous voyez, le cycle de Krebs, c'est pour la dégradation biochimique. Quand vous lisez le cycle de Krebs, c'est pour dégrader. Là, ils vont synthétiser de la matière organique. Donc, ils vont fixer le CO2, hein, dans le sens inverse, pour synthétiser de la matière organique à partir du CO2. D'accord? Alors que les filamenteuses, ils vont utiliser une autre voie, c'est le voie de l'hydroxypropionate. Alors, pour vous, ce que vous devez retenir, c'est juste le nom, bien les cycles. Hein? Je ne vais pas, parce que les cycles, ils sont là. Je vais vous montrer. Ça, c'est le premier cycle, le cycle de Krebs inversé. On ne voit pas, madame. Vous ne voyez pas. Donc, j'arrête le diaporama et je... Alors, vous voyez maintenant? C'est bon? Oui. Oui. Oui, madame. Alors,
Là, c'est le cycle Oui, inversé madame. des unicellulaires. Par ce moyen-là, hein, donc c'est le cycle. Vous vous rappelez le cycle de Krebs, hein, donc on voyait l'oxaloacétate avec le CO2, il donne le citrate, l'isocitrate, et ça se dégrade et on a une dégradation, libération de CO2, c'est ça. Mais là, c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire c'est le CO2 qui va se fixer pour donner hein, le citrate qui va intégrer cette voie pour à la fin donner le matériel cellulaire. Donc, moi, je ne vais pas vous demander de savoir les différentes étapes du cycle, mais quand même, par quel cycle le cycle, c'est-à-dire l'inversion des étapes du cycle de Krebs, donc, comme on a dit. Donc là, c'est pour les unicellulaires. D'accord? Je récapitule. Donc, l'autre, les bactéries vertes sulfureuses sont divisées en deux selon leur forme. Il y a les unicellulaires, les chloroflexiles, les multicellulaires bien filamenteuses. Un autre point de différence entre ces deux, c'est que les premiers, ils vont fixer le CO2 hein, via, c'est-à-dire le cycle de Krebs inversé, alors que les autres, donc je serai obligée de faire comme ça pour voir, alors que les filamenteuses, vous voyez maintenant, Oui, madame. c'est la voie de l'hydroxypropionate. Je vous montre le cycle juste pour voir qu'il y a, c'est-à-dire le CO2, intégration du CO2 dans le cycle. Vous voyez l'acétylCoA, il y a intégration. Oui, Veuillez vous éloigner un peu du micro parce que le son n'est pas clair. et maintenant, c'est bon? Oui. Alors, je vous dis que le cycle que je vous montre, c'est juste pour voir qu'il y a, vous voyez, intégration du CO2 hein, qui va pour donner la matière organique via ce cycle. Vous voyez, le CO2, il va entrer ici, il va entrer ici. Bien sûr, il y a consommation de l'ATP hein, et pour qu'il y ait synthèse de la matière organique hein, à la fin. Donc, cette voie-là, ce n'est pas le cycle de Krebs inversé, ce n'est pas le cycle de Calvin, c'est la voie de l'hydroxypropionate. D'accord? Donc, c'est pour ça, ce que vous devez retenir, c'est ça. C'est le nom du cycle. D'accord? Alors, là, on va voir maintenant le dernier groupe de bactéries qui font de la photosynthèse anoxygénique, ce sont les héliobactéries. C'est bon? Donc, les héliobactéries, on va voir leurs caractéristiques. C'est ce groupe des héliobactéries. Alors là, ce sont des bactéries différentes des autres bactéries photosynthétiques anoxygéniques. Je ne parle pas des oxygéniques, c'est-à-dire les cyanobactéries. On est dans la photosynthèse anoxygénique. Alors, les héliobactéries, ils ont plusieurs particularités. D'abord, ce sont les seules bactéries gram-positives phototrophes connues jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les autres bactéries qu'on a vues, ce sont des bactéries gram-négatives, photosynthétiques. Alors, les héliobactéries sont les seules bactéries, jusqu'à maintenant. Si on va découvrir par la suite quelque chose, on ne sait pas. Mais jusqu'à maintenant, les seules bactéries gram-positives phototrophes connues. Donc, c'est leur particularité, la première particularité. Deuxièmement, c'est que certaines espèces, ils forment des endospores. Alors, chose que normalement les autres bactéries photosynthétiques, ils ne sporulent pas. Alors que là, les héliobactéries, il y a certaines espèces qui peuvent former des endospores. Vous remarquez que les choses très importantes, je les mets en gras pour que vous puissiez vous rappeler de ça. Également, ils ont une bactériochlorophylle. On a parlé de ça. On a dit que les eucaryotes ou bien les plantes, ils ont la chlorophylle, d'accord? Les cyanobactéries, la même chose, ils ont la chlorophylle comme les plantes, comme les eucaryotes. C'est pour ça qu'on dit qu'ils font une photosynthèse type eucaryote. Alors que pour les autres bactéries, on a dit qu'ils n'ont pas de la chlorophylle, mais ils ont de la bactériochlorophylle. Mais il y a plusieurs types de bactériochlorophylle. Je n'ai pas précisé pour ne pas c'est-à-dire vous charger, mais là, il faut le citer. Les héliobactéries, ils ont une bactériochlorophylle G qui absorbe à une longueur d'onde de 798 nanomètres. Il n'existe chez aucun autre organisme. Chez les autres, pour bien les vertes, on peut trouver des bactériochlorophylles qu'on retrouve dans les deux. Hein? Une qui manque ici, l'autre, donc on peut voir. Mais la bactériochlorophylle G, il n'existe chez aucun autre organisme photosynthétique, sauf les héliobactéries. Donc,
Donc, je récapitule. Le fait qu'ils sont gram-positifs, le fait qu'il y ait certaines espèces de ces héliobactéries qui forment des spores, des endospores bien sûr, et ils ont une bactériochlorophylle qui est spécifique à eux, qui est la chlorophylle, la bactériochlorophylle G. Alors, autre caractéristique, ce sont des photohétérotrophes exclusives. Quand je dis photohétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser comme source d'énergie, c'est la lumière. Et l'hétérotrophie, c'est par rapport à quoi? La matière organique. Non, ما تعتمدوش لا ماتيير اورجانيك قلت لكم في التيب تروفيك كاين 3 شوز دائما من نهضروا على الفوتو شيميو 3 شوز source d'électrons source d'énergie source de lumière source de carbone. Quand on parle hétérotrophe, ça veut dire on fait allusion à quelle source? Hétérotrophe ou bien Source de carbone. carbone ou bien autotrophe. Il ne faut pas s'attarder là-dessus. Ça se fait automatique. Donc, ce sont des photohétérotrophes. Alors, est-ce qu'on a vu des organes, des bactéries photosynthétiques qui peuvent être photohétérotrophes? Bah, on l'a vu. Yallah, je fais de la séance. Lesquelles? Ce sont les bactéries. Les goulna, ils peuvent, la plupart sont des photohétérotrophes. Madame, les Oui? Non sulfureuses. Exactement, les pourpres non sulfureuses. Madame, les Sauf bactéries. que dans le cas des pourpres, oui, sauf que dans le cas des pourpres non sulfureuses, on a dit la plupart, alors qu'ici, ils sont exclusivement, c'est-à-dire ils ne peuvent pas adopter un autre mode, ou bien ils peuvent pas, ils n'ont pas de type trophique à part ça. Ce sont des photohétérotrophes, c'est-à-dire ils se développent dans un milieu où il y a la lumière, mais la source de carbone, ils ne peuvent pas utiliser le CO2. Ils doivent avoir de la matière organique comme source de carbone. Des sources simples, l'acétate, le pyruvate, le lactate. D'accord? La différence avec les pourpres non sulfureuses, je répète, c'est que ces héliobactéries sont exclusivement, c'est-à-dire ils n'ont que ce mode. Alors que tout à l'heure, les photohétérotrophes, c'est-à-dire pour les bactéries non sulfureuses, j'ai dit la plupart sont, c'est-à-dire on peut trouver, d'ailleurs on l'a dit, on peut trouver ceux qui font de la photoautotrophie, même de l'hétérotrophie, ainsi de suite. C'est bon? Et bien sûr, ce sont des anaérobies obligatoires, puisque, hein, donc, où on peut les retrouver, ils sont très abondants dans les zones tropicaux, hein, les zones tropicales. Alors, quand on dit les zones tropicales, parce que c'est très riche en matière organique, surtout dans les sols, et il y a très d'humidité, donc il y a beaucoup d'eau, donc on a de l'anaérobiose qui s'installe rapidement, exposé à des périodes de pluie de sécheresse importantes. Donc là, c'est juste de point de vue là où il peut se développer, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, parce que là, ils ont plusieurs caractéristiques qui leur sont spécifiques par rapport aux autres bactéries photosynthétiques anoxygéniques. Alors, là, c'est un tableau un peu récapitulatif de ces 3 modes, de ces bactéries qu'on a vues, qui font de la photosynthèse anoxygénique. Alors, les bactéries pourpres non sulfureuses, les bactéries, bon, c'est pas dans Madame, on ne voit pas le tableau. oui, Madame, oublié, on ne voit pas le j'ai tableau. oublié. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème. Alors, vous le voyez maintenant? Oui, madame. Alors, on a les bactéries, ce Oui, tableau madame. qui récapitule un petit peu ce qu'on a vu. Donc, c'est pas dans l'ordre dont j'ai passé les slides. Donc, il y a les bactéries pourpres non sulfureuses, les bactéries pourpres sulfureuses, les vertes sulfureuses, les cyanobactéries qu'on a vues et les héliobactéries qu'on a vues en dernier lieu. Alors là, on a ce tableau comparatif en fonction de la source d'électrons, le produit, hein, qu'on va obtenir d'oxydation, et la source de carbone, puisque la source d'énergie, dans tous les cas, la source d'énergie généralement, c'est la lumière, d'accord? Sauf certains cas pour les pourpres non sulfureuses. Mais sinon, toujours, il y a de la lumière. D'ailleurs, on parle de phototrophes. Alors, dans le cas des bactéries pourpres non sulfureuses, la source d'électrons, c'était quoi? Vous vous rappelez? On a dit, il peut utiliser l'hydrogène, hein, en mode phototrophie, et il utilise le composé organique réduit. On a parlé de photohétérotrophie, vous voyez? D'accord? Surtout ça. On a dit également le H2S ici, mais on a dit que H2S est incapable lorsque la concentration elle est très faible.
Alors, le produit d'oxydation, c'est, puisque généralement le composé organique qu'on réduit, il va devenir oxydé. Et la source de carbone, selon le cas, ou bien le CO2, lorsqu'il est en mode autotrophe, c'est-à-dire il va utiliser l'hydrogène, ou bien la concentration très faible liée le soufre, ou bien organique. Ça, c'est juste récapitulatif de ce qu'on a vu. Alors que les bactéries pourpres sulfureuses, le donneur d'électrons, c'est l'hydrogène sulfuré, H2S. Hein, la même chose pour les bactéries vertes sulfureuses. D'accord? Même en concentration très élevée. Le produit d'oxydation, c'est normal. On a dit le soufre et le soufre va être transformé en sulfate en dernier lieu. Et la source de carbone, dans les deux cas, c'est le CO2, puisque les deux, ils fonctionnent en mode autotrophe pour le carbone. Les cyanobactéries qu'on a vues tout au début, on a dit il fait une photosynthèse de type eucaryote. Donc, la source d'électrons, c'est le H2O. C'est normal que le produit d'oxydation, c'est l'oxygène. C'est pour ça qu'on a l'oxygène qui est produit lors de la photosynthèse qu'on connaît, hein, type eucaryote. Et bien sûr, le carbone sous forme minérale, donc sont photo-autotrophes. D'accord? Les héliobactéries qu'on a vues en dernier lieu, on a dit ce sont des bactéries photo-hétérotrophes exclusives. Exclusives, c'est-à-dire ils ne peuvent avoir les électrons, la source d'électrons que un composé qui est réduit. La même chose pour la source de carbone, hein, elle est organique. Et bien sûr, ce composé va devenir oxydé, c'est le produit d'oxydation. Donc, c'est juste un tableau qui récapitule tout ce qu'on a vu au début. Mais sinon, si vous ne le faites pas, c'est bon, hein, vous pouvez faire votre propre tableau qui soit plus exhaustif, avec même les caractéristiques, la concentration d'hydrogène, ce que vous voulez. Mais je vous conseille de faire des comparaisons, s'il vous plaît. Hein, quand vous révisez, faites des tableaux de comparaison entre les bactéries sulfureuses, non sulfureuses, vertes, cyanobactéries, et ainsi de suite. Les points de différence et les points de similitude. Alors, avec ça, on va terminer la partie. On va voir la dernière chose qu'on va voir pour le bactérie phototrophe, c'est un cas qui est particulier quand même. Hein. Il y a une particularité, c'est qu'il fait une photosynthèse en absence de chlorophylle. C'est-à-dire en absence de chlorophylle ou bien de bactériochlorophylle qu'on a vu ici. C'est un cas un peu particulier. Hein. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Alors là, ce sont pardon, les allobactéries. Alors, s'il vous plaît, à ne pas confondre avec les héliobactéries. Les héliobactéries, on a dit, ce sont des bactéries qui font une photosynthèse anoxygénique en présence de bactériochlorophylle. Il y a un pigment. Alors que là, regardez ce qui se passe. La photosynthèse en absence de pigment, la chlorophylle, c'est les allobactéries. Alors, ce sont des bactéries déjà allophiles. Pour ne pas se tromper, vous voyez, allophiles, donc ils se développent dans quelles conditions? Quand on dit, parce que vous avez fait le TD. Allophile? Dans les espèces ou bien dans les ondes salines. Exactement, c'est relatif à la concentration en sel. Donc, ce sont des bactéries allophiles qui vivent dans des environnements hautement salins. Ce n'est pas que salin, mais hautement salins, appartenant au domaine des archéas. Alors, faites attention là. Je ne sais pas si on a vu la classification du monde vivant. Normalement, elle est divisée en 3 grands domaines. Il y a les bactéries, les vraies bactéries, les prokaryotes ou les eucaryotes. Mais bon, on a les bactéries ou on a les archéas. Ce sont les archéobactéries. On a les eucaryotes qui vont donner les plantes, les champignons et tout ça. Alors, les archéas, ce sont des prokaryotes, les archéas ou les archéobactéries. C'est un groupe particulier qui a des caractéristiques des vraies bactéries. On connaît les eubactéria et certaines caractéristiques des eucaryotes. D'accord? Et généralement, ce sont des prokaryotes qui se développent dans des milieux qui sont extrêmes. Hein, la température extrême, vous avez vu en TD les conditions de culture, il y a des micro-organismes qui sont extrémophiles. Généralement, ce sont des archéobactéries. Donc, les allobactéries, ils font partie de ce type de bactéries, de ce domaine des archéobactéries qui vivent dans les environnements qui sont hautement salins, mais des concentrations de sel qui sont proches de la saturation. Hein? Ce n'est même pas l'eau de mer qu'on connaît, mais c'est en plus, hein, plus saturé que ça. Alors, en présence de concentration en oxygène très faible.
qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, lorsque cette bactérie se trouve, bien sûr, elle vit déjà dans un milieu qui est hautement salant, il y a peu d'oxygène. Lorsqu'il y a peu d'oxygène, il y aura une accumulation de bactériorhodopsine. C'est-à-dire, la cellule, elle va commencer à accumuler cette bactériorhodopsine. Hein, et elle va former, je vais expliquer, une membrane pourpre, une couleur. Hein, une couleur, ça n'a rien à voir avec les bactéries pourpres. La membrane de couleur pourpre au niveau de la, c'est-à-dire des parties de la membrane cytoplasmique vont devenir pourpres. Grâce à quoi? Grâce à cette bactériorhodopsine. Alors, quel est son rôle? Alors, cette membrane fonctionne comme une pompe à protons actionnée par la lumière et la force protomotrice générée et utilisée pour la synthèse d'ATP. On va voir ça en plus en détail lorsqu'on parle des chimies organotrophes, mais n'empêche, vous avez vu déjà en terminale, le baccalauréat avant, l'ATPase, le système ATP, on a l'entrée des H+, et la synthèse d'ATP. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir le schéma, c'est que, je récapitule, lorsque les concentrations en oxygène sont très faibles, la bactérie commence, cette archéobactérie commence à synthétiser de la bactériorhodopsine, ce qui donne à la membrane, certaines parties de la membrane cytoplasmique qui devient pourpre. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, non, je vais revenir. Donc, on aura synthèse d'ATP juste à ce niveau-là, dans les membranes pourpres. Mais là, il faut faire attention. Il n'y a pas de chaîne de transport d'électrons. On va voir. Donc, parce que pour c'est-à-dire les photosynthétiques qu'on a vues, on a une chaîne. Les électrons qui passent. Il y a une énergie qui va contribuer à la synthèse d'ATP. Il n'y a pas de chaîne. On va voir ce qui se passe. Et la bactériorhodopsine, c'est quoi la bactériorhodopsine? C'est un pigment caroténoïde, ça n'a rien à voir avec la bactérie chlorophylle et tout ça. Caroténoïde ne contenant pas de métal, parce que les autres, ils ont du fer, du cuivre à l'intérieur, ne contenant pas de métal et fonctionnant différemment des chlorophylles. Ils ressemblent chimiquement, de point de vue chimique, aux pigments visuels des animaux, le rétinal. Les pigments, les yeux d'Yanna, qui est photosensible. C'est la même chose. La bactériorhodopsine, c'est la même chose de point de vue composition chimique. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ici. Bon, je vais revenir pour vous montrer l'image. Vous voyez maintenant, c'est partagé? Oui, madame. Oui, madame. Alors, on a la membrane cytoplasmique. On a dit, lorsque cette archéobactérie se trouve dans des concentrations d'oxygène qui est très faible, elle commence à accumuler cette bactériorhodopsine. Alors, regardez, on a la bactériorhodopsine qui ressemble au rétinal. D'accord? Donc, la molécule de bactériorhodopsine, il possède des régions. Bon, je ne vais pas entrer dans ce détail. Donc, qu'est-ce qui est parti? C'est que ce pigment, il va retenir un proton. Regarde, là, c'est l'intérieur de la cellule. Ça, c'est l'extérieur. Donc, il va retenir un proton. D'accord? C'est-à-dire, mais pour le retenir, il faut de la lumière. Il est excité. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la lumière et ils font partie des bactéries phototrophes. D'accord? Donc, il y a du photon qui va exciter ce pigment. On a dit qu'il ressemble au rétinal des yeux qu'on trouve dans les yeux. Donc, il est photosensible. Donc, il va être excité et il va avoir la capacité de prendre un H+, d'accord, un proton de l'intérieur de la cellule et le faire ressortir. Il va transférer son proton à une protéine membranaire, donc induisant son changement conformationnel, la libération du proton. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que ce bactériorhodopsine, une fois excité par le photon, il y aura un pompage de H+, la traversée des H+, vers l'extérieur de la cellule. Et vous savez, ça se refait pas mal de fois. À la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? Une différence de gradient. Il y aura plus de H+ à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est la force protomotrice. Parce qu'un H+, pour qu'il entre, il est accompagné d'une synthèse d'ATP. Donc c'est une manière d'acquérir de l'énergie à partir de la lumière, de l'ATP à partir de la lumière, mais sans passer par une chaîne de transport d'électrons comme le cas des autres. Ça, c'est juste au niveau de la membrane cytoplasmique, on a la bactériorhodopsine. Elle est, une fois excitée, ce pigment, il va se lier au proton, il va l'expulser vers l'extérieur, il va faire ce travail au fur et à mesure que les conditions restent les mêmes. Et lorsque la cellule a besoin d'ATP, il va entrer, on va faire entrer les H+, on aura synthèse de l'ATP. D'accord? Vous voyez, donc là, c'est un cas particulier c'est-à-dire pour ces bactéries qui
ayant de l'énergie, hein, qui transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique pour qu'ils puissent l'utiliser, mais sans passer par la chaîne de transfert d'électrons, mais juste par le bactériorhodopsine au niveau de la membrane. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait de la photosynthèse sans pigments, sans chlorophylle ou bien sans bactériechlorophylle. C'est bon pour ce cas qui est particulier? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Donc, avec ce cas particulier de la photosynthèse, c'est-à-dire sans pigments chlorophylliens ou bien bactéries chlorophylles, on termine les bactéries photosynthétiques, que ce soit oxygéniques ou bien anoxygéniques, et on va entamer le deuxième type de bactéries qui sont les chimiosynthétiques. Alors, quand on dit chimiosynthétiques, c'est-à-dire, ce sont des bactéries, j'attends une réponse, les chimiosynthétiques. Chimiotrophe. Oui, ça veut dire La quoi? source d'énergie chimique. C'est-à-dire la source d'énergie chimique. Ce n'est pas la lumière maintenant, c'est chimie, c'est-à-dire c'est des réactions d'oxydoréduction, c'est ce qu'on va voir. Donc, les bactéries chimiosynthétiques, vous voyez, c'est partagé? Oui, madame. Alors, ces bactéries, ils constituent la très grande majorité du monde bactérien. C'est-à-dire que la plupart, c'est très... Bon, tout ce qu'on a vu, les photosynthétiques, c'est vrai, ils prédominent dans les milieux aquatiques, dans l'océan et tout ça. Mais la plupart des bactéries qu'on manipule, c'est-à-dire dans notre environnement, l'industrie agroalimentaire, pour les pathologies humaines et tout ça, ce sont des bactéries chimiosynthétiques, la plupart. Donc, il faut absolument savoir ce qui se passe. Alors, ils constituent la très grande majorité du monde microbien. Et bien sûr, la source d'énergie, d'après leur nom, elle est chimique, à partir de réactions d'oxydoréduction. Quand vous entendez chimiosynthétique, d'ailleurs, on l'a vu dès la deuxième séance, c'est que la source d'énergie, elle est chimique, c'est la réaction d'oxydoréduction. Alors, c'est quoi? Ça consiste en quoi généralement? C'est que les bactéries, elles vont récupérer l'énergie parce que le principe, on a dit, c'est que transformer l'énergie, que ce soit l'énergie pour les photosynthétiques qui est contenue dans la lumière ou bien qui est contenue dans le cas des chimiosynthétiques dans les liaisons entre les molécules, ils vont le transformer en une énergie qui est l'ATP, qui est la monnaie énergétique. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, dans le cas, ils sont capables de récupérer l'énergie libérée dans certaines étapes de l'oxydation du substrat, parce qu'il y aura une oxydation d'un substrat, hein, qui est réduit, qui doit être réduit, bien sûr, et la stocker sous forme de liaison riche en énergie dans l'ATP, tout simplement. Hein. Donc, à partir de l'énergie qui est dans les liaisons chimiques, hein, cette énergie va être transformée en ATP. Donc, les bactéries qui sont capables de faire ça, ce sont les chimiosynthétiques. Alors là, c'est le tableau qu'on avait vu, la moitié, vous voyez, c'est le composé, c'est-à-dire la source d'énergie, c'est la composé chimique. C'est pour ça qu'on les appelle chimio, d'accord? Oui, ah oui, d'accord. Oh là, oui. Je ne sais pas si je sors et je rentre. Bah, je vais arrêter le partage et je vais voir si je peux. Je vais voir un moment. Est-ce que c'est partagé? Oui, madame. Je vais passer la diapo, regardez, est-ce que ça passe? Et maintenant, ça passe? Non, madame. Non. Non. Voilà. Bon, je serai obligée chaque fois de... D'accord. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, donc, vous voyez, la source
d'énergie, elle est commune pour ces bactéries chimiosynthétiques, c'est-à-dire ces composés chimiques. C'est pour ça qu'on dit il y a le préfixe chimio. Et bien sûr, selon la source de carbone, ça peut être un composé organique, ça peut être un composé inorganique. Okay? Donc, chimio-organotrophe ou bien chimiolithotrophe. Et en fonction de la source de carbone, là c'est la source d'électrons, on a la source de carbone. Donc, on peut avoir des bactéries qui sont hétérotrophes, bien autotrophes selon les cas. Donc là, c'est les combinaisons possibles. D'accord, là, ce tableau, on l'a déjà vu la dernière fois. C'est juste la partie qui concerne la les bactéries chimiosynthétiques. Alors là, regardez. Donc, on a deux types selon la source d'électrons. Hein. On a les chimio-organotrophes et on a les chimiolithotrophes. Donc, les chimio-organes, dans tous les deux, ils ont l'énergie, source d'énergie chimique. Organotrophes, c'est que la source d'électrons, elle est organique. Les lithotrophes, la source organique, elle est minérale. C'est ce qu'on retrouve dans ces schémas. On va commencer par les lithotrophes, après pour ne pas, parce qu'il y a un seul cas. Alors, les chimiolithotrophes, ça veut dire que la source de carbone, la source la source d'électrons, elle est minérale. C'est ce que vous avez là. C'est inorganic compounds, c'est-à-dire les composés inorganiques. Hein? Donc, la source de carbone, généralement, elle est organique, généralement chez les chimiolithotrophes, pour faire la biosynthèse. Donc là, et bien sûr, la source d'électrons, bien sûr, grâce à la force protomotrice et tout ça, hein, va dégager de l'ATP, l'énergie. Donc, ces bactéries, ce sont des bactéries qui sont capables de transformer l'énergie hein, contenue dans des éléments hein, chimiques en énergie qui est sous forme d'ATP. Mais à partir, puisque lithotrophe, c'est à partir de composés inorganiques. Alors qu'ici, c'est à partir de composés organiques. Sauf que là, on a deux cas, on va en parler. Un composé organique. Donc, ce qui détermine cette nommée lithotrophe, bien organotrophe, c'est le type de matière, bien de substrat qui donne la nature du source d'électrons. Là, c'est inorganique. Là, c'est organique. D'accord ? Ça, on va le voir plus en détail. C'est juste un schéma récapitulatif. Parce que la source de carbone, d'électrons, qui est inorganique, il doit être réduite. Et suite les réactions chimiques, il va se retrouver sous forme oxydée. Donc, selon le cas, on a les sulfures ou les soufres, même le soufre, on a le sulfate, on a de l'ammoniac, on a le nitrate à la fin, et ainsi de suite. L'hydrogène, le H2, on va voir, selon le cas, d'accord? Alors que dans le cas des chimio-organotrophes, toujours le composé, qui est la source d'électrons, elle est organique. Mais la différence, c'est que les chimio-organotrophes, on a deux types. On a ceux qui font faire une respiration aérobie ou anaérobie. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est par rapport au métabolisme oxydatif, on va voir ça plus en détail lorsqu'on va parler des chimio-organotrophes. Donc, jusqu'à maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que cette appellation de lithotrophe bien organotrophe dépend de la source d'électrons qui peut être inorganique dans le cas des chimiolithotrophes et qui est organique dans le cas des chimio-organotrophes. Alors, on va commencer d'abord par les chimio-organotrophes. Quand on dit chimio-organotrophes, ce sont des bactéries qui utilisent, vous voyez, je ne cesse de répéter exprès pour que, hein, avec la répétition, vous ayez ça en tête. Hein. Ils utilisent comme source d'énergie la réaction chimique et la source d'électrons, elle est organique. Donc, ils vivent de l'oxydation de substrats organiques. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces bactéries arrivent à faire ce type, c'est-à-dire comment il arrive à transformer cette énergie en ATP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les réactions sont toutes des réactions d'oxydoréduction, tout simplement, au cours desquelles une source d'énergie, qui est la substance nutritive, ou le milieu de départ, est oxydée. Donc, le substrat, obligatoirement, il doit être réduit, puisqu'il va être oxydé, donc il doit être réduit. D'accord? Alors, ces oxydations, ils conduisent généralement à la production de coenzymes réduits et à la production d'ATP. Si vous vous rappelez, vous avez fait le cycle de Krebs, par exemple, même la glycolyse, on a le sucre, par exemple, le glucose, qui va être dégradé, d'accord, en molécules, par exemple, jusqu'à le pyruvate, d'accord, et on aura libération d'ATP,
hein, certaines molécules d'ATP. Donc là, vous voyez, c'est des chimio-organotrophes qui font ça. Il y a des réactions d'oxydoréduction qui vont dégrader un substrat réduit qui est le glucose, hein, pour donner un substrat qui est plus pyruvate, et on aura libération au cours de ces réactions chimiques, on aura libération, hein, formation d'ATP et de coenzymes réduits. Hein. Moi, je parlais juste de la glycolyse, mais même au niveau du cycle de Krebs. D'ailleurs, d'accord, on aura libération de molécules de NADH, on a de FADH, d'accord, qui normalement, pour que le cycle continue, doit être réoxydé. Parce que, hein, il entre sous forme d'oxydé, c'est-à-dire une sorte réduite, sous forme de NADH. Donc, on doit avoir encore de NAD+, pour que le cycle continue. Alors, on va voir ce qui se passe, comment on a cette réoxydation. Donc, ces oxydations conduisent à la formation, jusqu'à maintenant, via la production de coenzymes réduits, par exemple FADH et NADH, et à la production d'ATP. Alors, je dois... Alors, pour les chimio-organotrophes, vous voyez, on a dit, ils font ça et grâce à deux mécanismes. Hein, il y a deux types pour les chimio-organotrophes. Hein. On a la respiration et la fermentation. Ce deux mécanismes de transformation d'énergie, c'est-à-dire il y a des bactéries qui font cette transformation via la respiration, on va voir, et il y a ceux qui le font via une fermentation. Et on va voir la différence entre ces deux mécanismes. N'oubliez pas qu'on est toujours dans les bactéries chimio-organotrophes, hein, c'est-à-dire des bactéries qui peuvent utiliser les réactions d'oxydoréduction et qui ont besoin de la matière organique pour se développer. Hein. On va voir ça. Donc, quelle est la différence? Qui peut me dire déjà quelle est la différence entre la respiration et la fermentation, si vous avez une idée? Vous êtes là? Oui. Oui? La respiration se fait dans un milieu aérobie, alors que la Mhm. fermentation dans un milieu anaérobie, je pense. Mhm. Il y a d'autres réponses? Il y a une part de vérité, mais ce n'est pas la définition exhaustive. Alors, s'il vous plaît, retenez bien la différence. Tous les deux, ce sont des réactions d'oxydoréduction, on l'a dit. Alors, la respiration, dans le cas de la respiration, l'oxydation, parce qu'ils vont faire de l'oxydation. La respiration, l'oxydation du substrat, ayez en tête toujours le glucose. L'oxydation du substrat, par exemple le glucose. Oui? Madame, Oui. le son s'est coupé. On Et maintenant? n'entendait pas ce que vous voulez dire. Ou maintenant? Oui, mais Je la répète, différence entre la je vais refaire. C'est bon. J'ai dit que chez les bactéries chimio-organotrophes, il y a deux mécanismes différents, hein, pour cette transformation d'énergie. À partir des réactions d'oxydoréduction, il y a deux types. Il y a la respiration et il y a la fermentation. Alors, la définition exacte, c'est que tous les deux, on a une oxydation du substrat. D'accord? La différence, c'est que pour la respiration, on a oxydation du substrat, mais on a intervention d'un oxydant externe, exogène au substrat. Je vais plus expliquer ça plus en détail. Alors que dans le cas de la fermentation, il n'y a pas intervention d'un oxydant externe. C'est comme l'exemple que vous connaissez le plus. C'est que la respiration, d'accord, pour faire, dans le cas de la respiration que vous connaissez, la respiration aérobie, on a besoin d'oxygène ou pas? On respire, nous on fait de la respiration aérobie, oui ou non? Oui, On a besoin d'oxygène.
Si, Oui, Pourquoi? Pourquoi oui, on a besoin d'oxygène? Oui, il va servir à quoi? C'est la l'oxygène respiration. qui est l'oxydant. C'est l'oxydant. Où est l'oxydant? On va voir. Où est l'accepteur final d'électrons, la chaîne? On va le voir par la suite. Donc, on a besoin d'oxygène. Où est l'agent oxydant? C'est des réactions d'oxydoréduction. Donc, c'est l'oxydant. Alors, cet oxygène, le cas de glucose, dans le cas de glucose, est-ce que l'oxygène appartient au glucose? Non. Donc, le substrat qu'on a oxydé, l'oxydation de substrat, par exemple le glucose, il se fait par l'intervention d'un oxydant externe. Le cas, ça peut être l'oxygène, mais là, ça peut être un autre élément, mais qui doit être oxydé, par le nitrate, par le sulfate. Donc, il y a l'oxydant qui intervient dans ces réactions, elle est externe au substrat, n'appartient pas à la molécule de substrat, par exemple le glucose. Dans ce cas, on parle d'une respiration. Mais lorsque l'oxydant, elle appartient au substrat, c'est la fermentation. Ça peut vous paraître un peu ambigu, mais lorsqu'on va maintenant détailler, dans chaque cas, vous allez mieux comprendre. D'accord? Ce qu'il faut retenir ici, comme ça, c'est que la différence, c'est que l'oxydation du substrat dans les deux se fait dans le premier cas avec intervention d'un oxydant externe, alors que dans la fermentation, l'oxydant, il n'y a pas d'oxydant externe, il fait partie du substrat. On va voir la fermentation. Donc, je vais expliquer davantage pour que vous puissiez mieux comprendre. L'essentiel ici, c'est que ce n'est pas toujours l'oxygène. On peut avoir autre chose. Et l'oxygène, c'est pour la respiration aérobie. La respiration anaérobie, on a le même processus, mais il y a d'autres éléments qui vont jouer le rôle d'oxydant. On va le voir. On va le voir. Et si vous ne comprenez pas, je reviens. Donc, alors, puisqu'on a parlé de deux mécanismes, certaines bactéries peuvent utiliser les deux, et il y a ceux qui peuvent utiliser que la respiration, d'autres qui peuvent utiliser que la fermentation, il y a d'autres qui peuvent utiliser les deux. C'est ce qui est mentionné ici. Certaines bactéries chimio-organotrophes ne peuvent utiliser qu'un de ces processus, alors que d'autres utilisent les deux selon les conditions rencontrées. D'accord? On va voir. Ils peuvent utiliser la respiration, ils peuvent utiliser la fermentation. Il y a d'autres qui ne peuvent utiliser que la respiration et ainsi de suite. On va voir ça plus en détail. Alors, toujours là, on va voir les différences. Les trois critères de différence, ça, ce que j'ai donné ici, bon, oui, je dois encore une fois spécifier. Alors là, vous voyez, j'ai essayé de donner les différents points de différence entre la respiration et la fermentation. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la définition générale. Mais quels sont les critères, c'est-à-dire les paramètres différents? La nature de l'accepteur final d'électrons. D'accord? Il diffère selon qu'il s'agit de la respiration ou bien de la fermentation. D'accord? Alors, au niveau de la respiration, l'accepteur final, on a dit, il est exogène au substrat. Bon, je vais voir s'il y a une image que je vous montre. Alors, m'excusez, parce que je vais vous montrer ce schéma pour que vous puissiez comme ça avoir une idée un peu de ce que je dis. Regardez. Est-ce que vous voyez? Vous arrivez à voir? Oui, madame. oui, madame. Oui. Alors, s'il vous plaît, pour que vous puissiez comprendre déjà la respiration aérobie. D'accord? Et en se basant sur ça, on va voir les différences pour l'autre type de respiration. Alors, regardez ce qui se passe. Normalement, on a dit que les bactéries chimio-organotrophes, ils vont utiliser un substrat organique et ils vont faire des réactions d'oxydoréduction et tirer l'ATP, avoir de l'ATP à partir de substrats. Alors, normalement, par exemple, je prends le glucose, c'est-à-dire un moyen pour la dégradation le glucose, par exemple. L'oxydation du glucose via quel La شفتوا في la glycolyse. biochimie هادشي la glycolyse وشفتوا السيكل de Krebs oui ou non mais la glycolyse du cycle de Krebs vous voyez je donne le bilan on a des coenzymes réduits c'est ce que j'ai dit au début c'est-à-dire du NADH et du FADH moi je vais me contenter maintenant juste du NADH oui ou non on a libération du NADH lors de cette dégradation oui ou non Oui, madame.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces coenzymes qui sont réduits et qui sont mobiles, ils vont aller vers la membrane cytoplasmique. Parce que faites attention, ce qu'on décrit chez les eucaryotes, les plantes et tout ça, ça se passe au niveau de c'est-à-dire la membrane mitochondriale. Les mitochondries, les bactéries, ils n'ont pas de mitochondries. La chaîne respiratoire, elle se situe au niveau de la membrane cytoplasmique. D'accord? Je répète, normalement, les bactéries n'ont pas de mitochondries. D'accord? Donc, la chaîne de transport d'électrons, bien la chaîne respiratoire, c'est au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc, les dégradations se font au niveau du cytoplasme. On aura libération de coenzymes qui sont réduits. Alors, ces coenzymes vont venir, ils vont donner, vous voyez, là, il y a des complexes, il y a des enzymes qui sont intégrés à l'intérieur de la membrane cytoplasmique, hein, des complexes enzymatiques avec d'autres qui sont les navettes. D'accord? Je ne vais pas entrer dans ces détails. Au moins, le complexe 1, 2, 3, 4 et la TPase. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces coenzymes réduits, ils vont céder les électrons, hein, il y a deux électrons et des protons ici. D'accord? Pour qu'il devienne NAD+. Le NAD+, il va aller vers le cycle pour que ça commence, ça reprend, hein, parce que la chaîne ne doit pas s'arrêter. Alors, lorsqu'il va céder ces électrons, ces protons. Les protons, ils sont là. Et les électrons, ils vont passer, hein, des réactions d'oxydoréduction de ces complexes vont le céder là, les protéines réacteurs. Et en passant les électrons, il y a de l'énergie parce que c'est des électrons qui contiennent on a dit il y a de l'énergie qui est emmagasinée. Donc cette énergie, elle va servir à faire propulser les H+ liquidés. Parce que H+, on a les électrons. Les électrons, ils vont faire leur trajet et les protons vont sortir. On a 3 points. Le complexe le complexe Vous voyez? Donc là, on aura cette sortie de H+. Donc là, les conséquences de cette sortie de H+, c'est quoi? On a plus de protons H+ à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça va servir à quoi? C'est quoi ça? On a ce gradient. Ça correspond à quoi? À la force protomotrice, parce que la rentrée, vous voyez, la rentrée de ces H+, ils vont synthétiser de l'ATP. D'accord? Donc, effectivement, les chimio-organotrophes peuvent convertir de l'énergie qui était contenue dans des éléments nutritifs organiques en énergie ATP. On a compris comment, parce que les H+, on a de la force protomotrice. Alors, autre chose, ça c'est pour les protons qui vont sortir grâce à l'énergie, hein, le passage des électrons. Mais les électrons, ils passent d'un système vers l'autre. Qui est oxydé, qui est réduit. Après, il doit être réoxydé, hein, ou l'électron qui me l'autre. L'autre sera oxydé pour qu'il puisse accepter les électrons ici, ainsi de suite. Donc, les électrons vont passer. Quel est l'accepteur final? Dans ce cas, regardez à la fin, c'est l'oxygène, d'accord, qui va se combiner pour donner l'eau. Donc là, c'est la respiration aérobie. Donc, c'est une respiration. Pourquoi? Parce qu'on a une chaîne de transport des électrons, vous voyez, hein? Et l'accepteur final d'électrons, de l'oxygène, est-ce qu'il provient du substrat qui était dégradé à l'origine, le sucre, le glucose, ou la fructose, ou la saccharose? Est-ce qu'il provient de ce sucre? Non. Non. L'accepteur final d'électrons est un composé qui n'appartient pas au substrat. Qui n'appartient pas au substrat. Dans ce cas, on parle de respiration. Lorsque ce composé qui n'appartient pas au substrat est l'oxygène, on parle de respiration aérobie. Mais là, on peut avoir un autre composé. Mais chez l'oxygène, il peut y avoir nitrate, il peut y avoir sulfate, parce qu'il est oxydé, SO4 ou la NO3. D'accord? Dans ce cas, on va voir, c'est la respiration anaérobie. On a exprès comme l'image pour que vous puissiez suivre comme une image. Donc, je reviens. Tout ce que je viens de dire. S'il vous plaît. Oui. Quand l'oxygène n'est pas le récepteur final des électrons, oui. C'est encore une respiration, mais pas aérobie. Exactement. C'est une respiration. On parle de respiration aérobie lorsque l'accepteur final d'électrons est l'oxygène. Lorsque c'est un autre élément qui est oxydé, c'est la respiration anaérobie. C'est ce que je vous ai montré ici. Il y a comme tout à l'heure, et d'abord, c'est plus clair.
Regardez la différence, la définition déjà. Donc, la respiration, c'est quoi? C'est l'oxydation du substrat, par exemple le glucose, avec intervention d'un oxydant externe, c'est-à-dire il n'appartient pas au substrat. Cet oxydant, il peut être l'oxygène, comme l'image que le schéma que je vous ai montré. Dans ce cas, on parle de respiration aérobie, mais il peut être un autre oxydant. Dans ce cas, il est un autre que l'oxygène, on parle d'anaérobiose, quel que soit. Vous avez compris? Donc, la seule fois qu'on parle de respiration aérobie, c'est lorsque l'oxygène est l'accepteur final d'électrons. Sinon, mais il faut qu'il y ait cette chaîne. Hein? La respiration anaérobie, on a la chaîne. Ce qui diffère, c'est la nature de l'accepteur final. Alors que la fermentation, par la fin, cet oxydant, voilà, il fait partie du substrat. Après. Ce que vous devez retenir maintenant, c'est la différence entre une respiration aérobie et anaérobie. Donc, je passe la différence entre toujours la fermentation et la respiration. L'accepteur final d'électrons, dans le cas de la respiration, il est exogène. Lorsqu'il s'agit de l'oxygène, on parle de respiration Aérobie. aérobie. Lorsqu'il s'agit par exemple de nitrate, si au lieu de l'oxygène, on a le nitrate, on va dire c'est une Anaérobie. Là, je n'ai pas anaérobie. Une respiration anaérobie. Exactement, il faut dire c'est une respiration anaérobie. La même chose, l'accepteur final de sulfate, c'est une respiration anaérobie, mais on ne parle pas de fermentation. Hein? La fermentation, c'est autre chose. Parce que ce soit l'oxygène, le nitrate, le sulfate, ils restent toujours exogènes au substrat de départ. Ils ne viennent pas du substrat qui était dégradé au départ, comme le glucose ou le sucre. Donc, toujours lorsqu'il est exogène, c'est de la respiration. Est-ce qu'il est aérobie ou anaérobie? Ça dépend de la nature. Wesh, oxygène ou la autre chose. Il n'est qu'un oxygène, on parle de respiration aérobie. Sinon, c'est une respiration anaérobie. On va voir plus en détail. Ça, c'est pour la respiration. La fermentation, non. Le accepteur final d'électrons, c'est un composé qui vient de donneur d'électrons. D'accord? Je vois plus en détail la fermentation. C'est comme l'exemple de la glycolyse. Le glucose, à la fin, شنو عندنا de la glycolyse? شنو عندنا? Le pyruvate. Oui ou non? Oui. Donc, c'est un composé, le glucose, c'est un dérivé du glucose, mais à la fin, il va jouer le rôle d'accepteur final d'électrons, mais j'ai le composé final. C'est pas que l'oxygène régit ou le nitrate ou le sulfate, non, non, c'est un dérivé le glucose. Il y a une partie du glucose, lorsqu'il va être scindé, وحده va jouer le rôle. Donc, ça, c'est une fermentation. Donc, il y a la différence. D'accord? Donc, généralement, en absence d'oxygène, qui est certaines fermentations, ils peuvent avoir lieu même en présence d'oxygène, la levure. Mais la définition exacte entre respiration et fermentation, c'est que l'oxydant, c'est l'accepteur final d'électrons, il est exogène, dans le cas de la respiration, alors que la fermentation, c'est un composé qui vient du substrat de départ. Donc, il y a un point de différence. Deuxième chose, l'énergie fournie, c'est-à-dire l'énergie fournie lorsque la bactérie utilise la respiration, que ce soit aérobie ou anaérobie, on va voir, comparativement à la fermentation. L'énergie fournie, elle est très importante, ça vous le savez, alors que la fermentation, elle est très limitée, on va le voir. Dans le cycle c'est-à-dire par exemple dans le cycle de Krebs, كتحسب شحال من ATP عندك كتقول ان ال NADH il va être réoxydé باش غيعطيني شحال de molécules ATP وكديروا le bilan, mais vraiment la quantité d'énergie libérée suite à la dégradation d'un substrat par respiration, elle est nettement supérieure à celle faite par la fermentation et on peut revenir. Oui, ici, on va en voir, c'est moins. Donc, on va voir, lorsqu'on va voir la fermentation, vous serez capable de faire la différence. Maintenant, il faut voir les paramètres. Et troisième point, c'est le mécanisme de synthèse d'ATP. Bien sûr, s'il y a une liaison entre les deux. Hein? C'est-à-dire comment il synthétise l'ATP. Dans le cas de la respiration,
il synthétise l'ATP via la phosphorylation oxydative. Ce que je viens de vous montrer, je vais le remontrer une autre fois. C'est-à-dire cette chaîne d'électrons, les coenzymes réduits qui vont passer, ils vont céder leurs électrons, l'énergie va pomper les protons à l'extérieur. Il y a établissement d'un gradient d'une force protomotrice qui va servir à la synthèse de l'ATP. Donc, c'est selon ce mode-là, c'est la phosphorylation oxydative. Le cas de la respiration. Bien sûr, l'accepteur final, ça peut être l'oxygène, ça peut être autre chose, mais ça reste la respiration. D'accord? Alors que la fermentation, cette phosphorylation, il n'y a pas de chaîne de transport. On va le voir, il se fait au niveau du substrat. C'est vrai, ça, vous ne l'avez pas encore vu, donc on va le voir à la fin. Mais moi, je vous ai donné ce schéma récapitulatif qu'on peut reprendre par la suite pour mieux comprendre la différence entre les deux systèmes. D'accord? Donc, ce sont les trois critères, hein? L'accepteur final d'électrons, l'énergie fournie et les mécanismes de synthèse d'ATP. Alors, vous voyez, je vais... Alors, on va expliquer cette phosphorylation oxydative, le mécanisme de synthèse d'ATP. Vous avez la respiration, on a la phosphorylation oxydative. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous ai montré dans le schéma. Il est écrit ici. Lors de la biodégradation du substrat organique, comme le glucose, les atomes d'hydrogène sont libérés pour réduire des molécules de NAD au NADP. Donc, qu'est-ce qu'ils vont donner? Ils vont donner du NADH ou bien NADPH. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Suite à la dégradation de sucre, on a ces coenzymes réduits. Alors, ces molécules, ils ne vont pas rester sous forme NADH. Ils doivent être réoxydés. Hein? Réoxydés pour que les NAD+, qui sont générés vont intégrer encore une fois le cycle et on aura dégradation et ainsi de suite. Alors, ces molécules seront réoxydées par transfert d'électrons issus de réactions redox en impliquant une chaîne de transport d'électrons membranaires. Ce que je vous ai montré, ces protéines qui sont au niveau de la membrane. Donc, la phosphorylation oxydative, il implique une chaîne de transport d'électrons membranaires. Et l'énergie libérée va être stockée sous forme d'ATP. On a expliqué ça. Alors, la respiration, selon l'accepteur final d'électrons, il peut être l'oxygène, et on parle de phosphorylation oxydative, ça peut être autres composés oxydés, voyez, le NO3, le sulfate, SO4 2-, hein, donc c'est la respiration anaérobie. Tout ça, on l'a dit. Et la production d'énergie par respiration est 5 à 10 fois plus élevée que lors de la fermentation. Tout ça, on l'a dit dans le schéma. Hein, c'est juste une récapitulation. Donc, là, je pense que on a dit, selon l'accepteur final d'électrons, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les cas qui peuvent se présenter? On a soit la respiration aérobie, soit la respiration anaérobie. Tout simplement. Regardez, là, c'est un schéma. Ce sont des chimies organotrophes. Voilà le composé organique dans les deux cas. D'accord? Que ce soit la respiration aérobie ou bien la respiration anaérobie. C'est partagé? L'écran est partagé? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Vous voyez, on a toujours un composé organique, d'accord, dont la dégradation va aboutir au CO2. Hein, si on a une dégradation complète on a le CO2, d'accord. On a, ou bien ces composés vont également donner du carbone pour faire la biosynthèse, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qui diffère? Regardez, le cas de la respiration aérobie, on a l'oxygène, on a un flux d'électrons. Dans l'accepteur final, il est l'oxygène et on a synthèse d'ATP. Alors qu'ici, toujours on a synthèse d'ATP, mais l'accepteur final d'électrons n'est pas l'oxygène. N'est pas l'oxygène. L'oxygène, c'est aérobie. Autre que l'oxygène, c'est anaérobie. Ça peut être, c'est un substrat qui doit être oxydé. Ça peut être du soufre pour donner le sulfate. Ça peut être le nitrate pour donner des composés réduits, on va voir selon le cas. Ça peut être du sulfate, ça peut être même accepteur organique d'électrons qui est encore en état oxydé. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence entre la respiration aérobie et anaérobie. C'est l'accepteur final d'électrons. Aérobie, c'est l'oxygène. Anaérobie, c'est molécules oxydées autres que l'oxygène. Donc ça, jusqu'à maintenant, c'est des répétitions de différents modes pour eux. Donc, on vient vers l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, les électrons qui proviennent de la dégradation de substrat
hein, ces coenzymes réduits, le NADH, ils doivent être réoxydés en NAD+. Le NAD+, il va rejoindre le cycle pour que il y aura encore libération de NADH et ainsi de suite. Alors, le devenir de ce NADH ou bien NADPH ou même FADH, c'est qu'ils vont céder pour devenir réoxydés, ils vont céder leurs électrons et à des enzymes au niveau de la membrane cytoplasmique, vous voyez. Donc, il y a une chaîne de transport. Lorsqu'on parle de phosphorylation oxydative, on a dit qu'il y a une chaîne de transport. Ces électrons vont être cédés à une protéine et cette protéine va être réoxydée, ainsi de suite. Ça revient à l'état initial et ainsi de suite, jusqu'à parvenir à l'accepteur final d'électrons qui est, si c'est l'oxygène, c'est une respiration aérobie, si c'est autre, c'est une respiration anaérobie. Et au cours de ce processus de passage des électrons, cette énergie libérée va servir à faire sortir les protons H+ à l'extérieur, ce qui va contribuer à une DDP, une gradient de protons, dont l'entrée de H+, il va activer la synthèse de l'ATP. Donc, c'est le mécanisme, la phosphorylation oxydative, c'est le mécanisme par lequel les chimio-organotrophes, via le mode respiration, vont synthétiser de l'ATP. Ils vont transformer la matière, l'énergie contenue dans les substrats en énergie qui est l'ATP. Et bien sûr, ça via cette chaîne de transport. Et c'est valable pour la respiration aérobie que pour la respiration anaérobie. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Alors, maintenant, on va voir certaines particularités pour cette respiration aérobie. On est dans le premier cas, la respiration aérobie. Parce qu'il y a certaines choses que vous devez absolument connaître avant. Vous vous rappelez de la dernière, je reviens vers l'image, comme ça vous ne risquez pas de vous perdre. Alors, vous vous rappelez ici, lorsque je vous ai montré ce complexe, ces enzymes, cette chaîne de transport. Alors, cette enzyme, cette cytochrome C oxydase, vous voyez, cytochrome oxydase, c'est elle qui est capable de céder les électrons vers l'accepteur final d'électrons. Oui ou non? Ça, on l'a dit. Et quand il y a l'enzyme, la dernière enzyme, c'est-à-dire dont le rôle est de céder les électrons à l'accepteur final. Dans le cas de la respiration aérobie, c'est l'oxygène. Donc, c'est la cytochrome oxydase, la dernière, qui est capable de céder l'oxygène, c'est-à-dire les électrons à l'oxygène. Dans le cas de la respiration aérobie, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, cette capacité, cette cytochrome terminale, c'est la seule protéine capable de transférer les électrons à l'oxygène moléculaire et les dénommer cytochrome oxydase. C'est ce que vous avez vu. Alors, sauf qu'il y a des bactéries, là c'est un test qui est très important, qui aide dans la classification des bactéries et l'identification des bactéries. Donc, quand vous faites, Inch'Allah, l'identification des bactéries, parmi les critères, quelque chose oxydase positive ou bien oxydase négative, il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, ça fait appel à cette cytochrome oxydase. Il y a des modèles de bactéries qui vont faire ce transport, cette respiration aérobie, avec un modèle, avec la cytochrome oxydase. Il y a d'autres qui font une cytochrome C, c'est-à-dire un autre type, d'accord? Ceux qui la possèdent sont dits oxydase positive, ceux qui ne la possèdent pas sont dits oxydase négative. Ce que vous devez retenir, c'est que cette molécule ou bien cette protéine, la dernière protéine qui cède les électrons à l'oxygène, il y a plusieurs modèles de cette. Il y a des bactéries qui le font avec présence de cette cytochrome oxydase, d'autres qui le font en absence avec une autre forme. Donc, ceux qui l'ont sont dites oxydase positive, oxydase négative. Autrement dit, quand vous entendez bactéries oxydase positive, bactéries oxydase négative, on fait référence à le complexe, le complexe 4, c'est-à-dire ces dernières enzymes dans la membrane cytoplasmique donc, il y a plusieurs modèles. Dans cette enzyme, il y a plusieurs modèles. Donc, si on a le modèle, bon, je ne sais pas, je dis modèle 1,
Hein, on dit oxydase positive, sinon c'est oxydase négative. Parce que je ne vais pas entrer dans les détails de la constitution des enzymes. Pour vous, ce que vous devez retenir, lorsqu'on parle d'oxydase positive, oxydase négative, on fait référence à cette cytochrome oxydase qui est la dernière enzyme qui donne les électrons à l'oxygène. Je parle dans la respiration aérobie. Alors, j'ai dit c'est un test qui est très important. Je vais vous montrer comment ça se passe au niveau pratique, comment on fait. Regarde, l'application, hein, test oxydase. C'est-à-dire on a deux, donc il permet de différencier les deux modèles de la chaîne respiratoire, les oxydases positives et les oxydases négatives. Comment on arrive à faire ça? Alors, on prend, il y a un papier qui est imbibé avec un réactif. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre le nom de le réactif. Le réactif, d'accord? Si la bactérie, elle est pardon. Dans le cas de bactéries oxydase négative aérobie stricte, bon, aéro-anaérobie, il possédant une chaîne respiratoire complète et fonctionnelle, le cytochrome C est remplacé par un autre cytochrome, ne possédant pas la capacité de réagir avec le réactif utilisé. Tout simplement. Donc, le réactif, il est capable de réagir juste avec la cytochrome C oxydase. Donc, les oxydase positive. Donc, les bandelettes, ils sont imbibés avec ce réactif. On va déposer une partie de la bactérie, de la colonie, on va la mettre sur le papier. Si la bactérie elle est oxydase positive, elle va réagir avec ce produit-là. D'accord? Elle va donner une couleur violette. Sinon, elle ne va pas réagir, elle reste comme ça. Ah, il n'y a pas de réaction. Donc, nous, pour savoir est-ce que pratiquement, est-ce que la bactérie oxydase négative ou bien positive, ça suffit d'utiliser ce réactif, d'utiliser des disques ou bien des bandelettes qui contiennent ce réactif qui réagit avec la cytochrome C oxydase. Si la réaction est violette, on dit que la bactérie est oxydase positive, sinon elle est oxydase négative. Donc, je tiens à ce que vous compreniez le test, de l'aspect, c'est-à-dire que ça est violette en cas d'oxydase positive, sinon négative, pour si jamais vous faites ce test, vous savez que ça fait référence à la chaîne respiratoire, tout simplement, et plus particulièrement à la nature de l'enzyme, la dernière enzyme, le complexe 4, qui est la cytochrome C oxydase. C'est bon pour cette partie? D'accord. Alors, toujours le cadre de la respiration aérobie. Il y a deux choses. On ne peut pas parler de la respiration aérobie et il faut que je vous donne ces deux tests. Parce que dans la pratique, on les utilise pour l'identification des bactéries. Et ils se reposent sur cette chaîne respiratoire ou bien ce système de la respiration aérobie. Donc, d'abord l'oxydase. Il y a autre chose, c'est la catalase. On va voir. Alors, c'est pour étudier la toxicité de l'oxygène. C'est-à-dire, vous avez vu en TD qu'il y a plusieurs types de bactéries, c'est-à-dire le comportement vis-à-vis de l'oxygène. Oui ou non? Comment les bactéries se comportent vis-à-vis de l'oxygène? Oui, Oui, vous pouvez répondre? Comment ils se comportent? C'est-à-dire, quels sont les types de bactéries si on prend comme condition, c'est-à-dire l'oxygène physique? Oui, on a trois types. Les bactéries aérobies strictes et anaérobies Oui, strictes et oui. anaérobies facultatives. Et les micro-aérophiles. Ouais, Oui, mais c'est pas un problème. micro-aérobies. Alors, les anaérobes, je vais voir les anaérobes déjà, les anaérobes stricts. Alors, les anaérobies strictes, ils ne peuvent pas se développer en présence d'oxygène. Ça, vous le savez, parce qu'il est toxique. Là, on va comprendre pourquoi. Hein? Regardez ce qui se passe normalement. Normalement, lorsque on a un métabolisme, on est la respiration aérobie, on a un métabolisme oxydatif, c'est-à-dire on va utiliser l'oxygène. Alors, parfois, on a ce type de métabolisme, on aura formation de radicaux libres, c'est-à-dire de certains, vous voyez, molécules d'oxygène hein, qui ont des électrons qui sont un peu libres. Comment les radicaux libres? Hein? Les radicaux libres sont très connus, c'est une conséquence du métabolisme oxydatif. Donc, on trouve certaines concentrations de ces métabolismes, de ces radicaux libres. Alors, alhamdoulilah, à l'intérieur de l'organisme, bien même chez les êtres vivants, il y a des systèmes pour les éliminer. D'accord? Alors, comment ça se passe? Il y a cette superoxyde dismutase. C'est une enzyme, qu'est-ce qu'il fait? Elle va lier ces radicaux libres
avec bien de l'oxygène, avec un électron qui n'est pas stable, d'accord? Donc, ils vont le lier avec les protons pour donner de l'oxygène et du H2O2. H2O2, c'est l'eau oxygénée, hein, d'accord? Donc, déjà, il n'y a plus, parce que les radicaux libres, s'ils restent, le problème d'Yalom, qui connaît le problème des radicaux libres? Qu'est-ce qui se passe si les radicaux libres restent dans l'organisme ou bien dans la cellule? Les radicaux libres. Aucune idée? Alors, ces radicaux libres, puisqu'ils ne sont pas stables, ils vont réagir. Une molécule, l'organisme, hein, ils peuvent l'attaquer et prélever un électron pour qu'il soit stable. D'accord? Par exemple, l'ADN, il va prendre un électron. Est-ce qu'il y aura des mutations au niveau de l'ADN? Des mutations qui peuvent être mortelles, des mutations qui peuvent donner des problèmes, d'accord? Des mutations qui peuvent, dans le cas de l'organisme, c'est-à-dire des eucaryotes, peuvent donner des cancers, ça peut donner... C'est pour ça, là, les radicaux libres ou le jodor al-harra, il faut les éliminer en ayant, eh bien, en consommant des antioxydants. Mais antioxydants, c'est pour éliminer ces éléments qui sont très toxiques. Alors, bien sûr, normalement, les systèmes ils sont équilibrés, mais lorsque bon, il y a un dérèglement, ça pose des problèmes qu'on connaît. Je ne vais pas entrer là-dedans. Maintenant, il faut comprendre ce qui se passe. Ces radicaux libres qui sont toxiques, par l'action de la superoxyde dismutase, ils vont être transformés en oxygène stable, c'est l'oxygène, le gaz, et du H2O2. Sauf que c'est vrai que on s'est débarrassé des radicaux libres, mais on est en présence de H2O2. H2O2, il est toxique lorsqu'il s'accumule, il devient toxique pour la cellule. Alors, je parle maintenant des bactéries. Alors, qu'est-ce qui se passe? En s'accumulant dans la cellule, le H2O2 devient toxique. L'oxygéné, vous le connaissez, c'est lui qu'on utilise pour rendre les cheveux un petit peu blancs et tout ça, blanc, la couleur. Hein? Alors, le H2O2 devient toxique et alors il faut éliminer, il faut que la cellule élimine le H2O2. Donc, cette détoxification, elle est assurée par deux types d'enzymes. Catalase et peroxydase. Regardez ce qui se passe. On récapitule. Ces radicaux libres, en présence de la superoxyde dismutase, vont donner l'oxygène, le H2O2. D'accord? Mais imaginez, je suis une bactérie qui est anaérobie. Bah, je ne donne pas cet exemple, c'est à la fin. Donc, on a le H2O2. Mais j'ai dit, l'accumulation de H2O2, il est aussi toxique. Il faut l'éliminer. Il peut être éliminé par l'action de peroxydase qui fait intervenir le NADH et on aura l'eau. Donc, c'est bon, on s'est débarrassé de tout ça. Hein. Ou bien la catalase. La catalase, il va combiner les molécules de l'oxygène et grâce à la catalase, on aura de l'eau et on aura de l'oxygène. D'accord, qui est libéré. Donc, vous voyez, les bactéries qui ont ces enzymes peuvent se débarrasser des radicaux libres qui sont des produits du métabolisme oxydatif, de la respiration aérobie, et même du H2O2. Donc, les bactéries aérobies, on trouve, ils ont la peroxydase, la catalase, ou bien les deux. Alors, les anaérobes, ils ne possèdent pas ces enzymes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, ils n'ont pas la catalase et la peroxydase. S'ils ont déjà juste la superoxyde dismutase, qu'est-ce qui arrive? Ils vont éliminer les radicaux libres, mais il y aura accumulation de H2O2. Ils n'ont pas ces enzymes. Donc, cet H2O2, il va s'accumuler, il va devenir toxique pour la cellule et il va mourir. D'accord? Encore pire, s'il n'a pas la peroxydase, la catalase et il n'a pas la superoxyde dismutase. C'est-à-dire qu'il n'y aura que les radicaux libres qui vont finir par éliminer, causer des bien éliminer qui sont toxiques pour la bactérie. C'est à partir de là, c'est ce qui explique la toxicité de l'oxygène pour les bactéries anaérobies. Vous avez compris pourquoi l'oxygène est toxique pour les anaérobes? Parce que s'ils entrent en contact, ou bien ils ont juste la superoxyde dismutase, donc, et il y aura transformation de ces radicaux libres en oxygénés qui va finir par les tuer parce que c'est toxique, ou bien ils n'ont rien de ces enzymes et il y aura les radicaux libres qui vont les altérer. Vous avez compris pourquoi il y a cette toxicité de l'oxygène pour les anaérobes? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui.
C'est bon, vous avez compris pourquoi l'oxygène il est toxique? Oui ou non? Madame, s'il vous plaît, Oui, madame. Oui. Oui, mademoiselle. c'est l'H2O2 qui est toxique. C'est les radicaux libres qui sont toxiques en premier. Les radicaux libres, ils sont issus de la respiration aérobie. Un mécanisme qui change les radicaux libres. Les radicaux libres, s'ils restent dans la cellule, ils vont l'altérer. D'accord? Donc, les cellules qui ont la superoxyde dismutase et l'une de ces enzymes, il peut se débarrasser. Comment les bactéries aérobes, d'accord? Les enzymes, qu'est-ce qui se passe? Les radicaux libres, ils vont être transformés en eau oxygénée et ils ont la peroxydase et la catalase ou l'une des deux. Donc, l'eau oxygénée ne va pas s'accumuler. Il va être dégradé en eau ou bien en eau plus oxygène. Alors que les anaérobes, non. Ils n'ont pas ces enzymes. Donc, عندهم جوج الحوايج. يا اما غيبقاو لهم لي راديكو ليبر او بيان الا عندهم كاع هاد الانزيم الاولى سيغتين غيوقع عندهم لاكيمولاسيون ديال l'oxygéné qui va les tuer en fin de compte. Vous avez compris? Alors que les aérobes عندهم هاد les enzymes donc ils peuvent se débarrasser de ce problème que ce soit le premier ou bien le deuxième. C'est bon? Oui, c'est clair. Alors, avant d'arrêter, je vous montre juste ce slide. C'est une application comme tout à l'heure avec l'oxydase positive. C'est-à-dire pratiquement comment on va savoir est-ce que ma bactérie pardon, possède cette enzyme parce que c'est cette enzyme qui est recherchée et qui aide dans l'identification des bactéries. Pardon. Donc, pour voir est-ce que la bactérie elle est catalase positive ou bien catalase négative. C'est-à-dire est-ce qu'il possède la catalase ou ne la possède pas. Qui peut me dire comment je peux déduire ça? Regardez, la catalase, qu'est-ce qu'elle fait? La superoxyde dismutase, il va libérer le H2O2. La catalase, il va transformer cette eau oxygénée en H2O plus oxygène. Donc, comment je peux déduire pratiquement que ma bactérie elle a la catalase? Qu'est-ce que je dois chercher? La présence de quoi? Pour dire que, ah oui, il y a ça, donc il y a la catalase. La présence de l'eau. De l'eau, ça y est, l'eau, il existe partout. Permet qu'il l'eau. Donc, si ce n'est pas l'eau, de l'oxygène. Tout simplement. L'oxygène, c'est un. شنو هو l'oxygène? C'est un. C'est un liquide. L'oxygène, c'est un On a la liquide. formation des boules, non? Des bulles, gaz. Des bulles. C'est un gaz. Un gaz, donc il va C'est un gaz. exactement. Tout simplement, c'est ce qu'on fait. Regardez. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau oxygénée. Je reviens vers la réaction. C'est ça la réaction. C'est-à-dire la catalase. Elle va catalyser quelle réaction? L'eau oxygénée, H2O2, qui va être transformée en eau et en oxygène. Regardez, c'est ce qui se passe ici. Donc, je vais prendre ma souche. Je vais prendre une partie. Je dépose une goutte de l'eau oxygénée, parce que ça se vend, une certaine concentration. Et je dépose une partie de ma colonie, qui est pure, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on observe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? La présence Libération de l'oxygène. C'est des bulles, c'est des bulles. C'est des bulles. C'est dû à l'oxygène. Parce que ça veut dire que la bactérie que j'ai déposée possède la catalase. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est entré en contact avec l'H2O2, il l'a transformé en oxygène et en eau. L'eau, je ne peux pas le voir parce que c'est... Mais l'oxygène, je peux le détecter par l'effervescence. C'est comme si vous... C'est pas la même chose. Je vous montre juste l'effervescence. Quand vous mettez un comprimé, quand vous effervescent, donc les petites bulles qui remontent. Et bien, ce qui se passe... Donc, ça suffit de poser un petit peu, un échantillon de votre bactérie, de la colonie, dans l'eau oxygénée. S'il y a des bulles, je dis que ma bactérie est catalase positive, sinon catalase négative. Regardez là, je teste catalase, c'est une lame où on a déposé deux types de bactéries. On a staphylocoque, strepto. D'ailleurs, c'est un test qui est très connu pour départager, pour identifier, séparer entre les staph et les strepto. Parce que ce sont des bactéries gram TP. Bon, vous allez voir TP. Gram positif, cocci et ainsi de suite. Donc, on va les identifier ou bien les départager par le test catalase. Regardez ici.
est-ce qu'il y a des bulles? La première, streptocoque, streptocoque ou staphylocoque. Laquelle est catalase positif, laquelle est catalase négatif? La catalase positive, c'est celle avec l'effervescence. Donc, c'est staphylococcus et les catalases positives. Alors que streptococcus négatif, regardez, on a déposé, il n'y a pas de bulle. Donc, ça veut dire qu'il ne possède pas de catalase. L'eau, la H2O, alors qu'ici, mais n'empêche, ça ne veut pas dire que le catalase, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire. Il y a la peroxydase. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas est-ce qu'il a la peroxydase ou pas. Est-ce qu'il a la catalase? Parce que c'est un test qui aide à départager ou bien qui nous aide dans l'identification des bactéries. Vous avez compris le test catalase? Oui, madame. Donc, c'est en relation avec la respiration aérobie. Donc, avant de m'arrêter, juste je récapitule. Donc, maintenant, on a vu ce que c'est que la respiration. On a vu qu'il s'agit d'une respiration aérobie ou anaérobie selon la nature de l'accepteur final d'électrons qui peut être l'oxygène dans le cas de la respiration aérobie et un autre composé dans le cas de la respiration anaérobie. Et dans le cas de la respiration aérobie, dans les deux cas de la respiration, l'ATP est synthétisé par le phénomène ou bien le processus de phosphorylation oxydative, ou la chaîne de transport d'électrons, bien sûr. Et on a dit que la respiration aérobie, il y a deux choses qu'il faut savoir parce qu'on les utilise dans l'identification des bactéries. C'est le test oxydase qui fait référence à la dernière enzyme qui donne l'électron à l'oxygène. Qui est la cytochrome oxydase. Il y a deux modèles. Donc, on parle d'oxydase positive et oxydase négative. Et pour le déterminer pratiquement, on utilise un réactif qui réagit avec cette enzyme. Donc, s'il est présent, il va la couleur violette, sinon, il est absence. Et on a vu la toxicité de l'oxygène. Toujours la respiration aérobie, comment la cellule arrive à se débarrasser des radicaux libres et de l'oxygéné s'il a ses enzymes, et que le test catalase, elle est très déterminant pour identifier. Donc, pratiquement, on l'utilise pour différencier entre les différents types de bactéries pour l'identification en mettant la bactérie dans de l'eau oxygénée. S'il y a effervescence, ça veut dire que la bactérie catalase positive, sinon elle est catalase négative. Donc, avec cela, je vais m'arrêter et on aura la séance, Inch'Allah, d'hier lundi. Le jeudi, il y aura biochimie. D'accord? Et donc, je pense qu'on va terminer le lundi, Inch'Allah. Il n'y a pas beaucoup. Donc, lundi, Inch'Allah, j'espère. Il nous reste un petit peu la séance de jeudi. Et la séance de jeudi, je vais la consacrer entièrement, ou ce qui reste, si on n'a pas terminé lundi, pour vos questions, pour la révision. Donc, s'il vous plaît, je dépose chaque fois le cours. Donc, essayez de lire. Si vous avez des questions, c'est pour la séance de jeudi. D'accord? Donc, ça Madame, d'une s'il vous part. plaît, Oui. on ne peut pas avoir des exercices d'entraînement ou bien des examens anciens des années précédentes? Je vais faire avec vous oui, je vais les suivre la séance de révision. On va le faire dans la séance de révision, Inch'Allah. D'accord. D'accord? Merci. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous aurez